Alors, je vais reprendre. Donc, on n'a pas démontré, on a, disons, expliqué le contenu de ces théorèmes, pas démontré. Alors, donc, je veux maintenant essayer de comprendre la taille le rayon conforme, quand je dis la taille. Le rayon conforme du disque de Siegel du polynôme quadratique en termes des propriétés arithmétiques du nombre de rotations alpha, c'est-à-dire en termes de la fonction de Bruno. Alors, il y a un théorème, de nouveau, que je ne vais pas démontrer, mais alors là, pas du tout, pour le coup, de Buff et Sherita de 2006, qui dit la chose suivante. Donc, en fait, ce que je suis en train de dire, c'est que phi de alpha, c'est essentiellement, je devrais plutôt dire, le rayon de convergence du polynôme quadratique, R de P lambda, c'est essentiellement exponentiel de moins phi de alpha. En fait, ce qui se passe, c'est quand vous prenez les logs d'abord et que vous faites la somme, vous obtenez une fonction qui dépend de alpha. Alors, elle est définie au départ seulement lorsque alpha est un nombre de Bruno, puisque, encore une fois, lorsque alpha n'est pas un nombre de Bruno, ceci vaut plus l'infini, le rayon conforme vaut 0, c'est-à-dire moins l'infini, et vous avez quelque chose qui est plus l'infini, moins l'infini, indéterminé. Lorsque alpha est un nombre de Bruno, c'est une quantité qui est finie, ici et là aussi, puisque le rayon de conforme est positif, donc son logarithme est un nombre réel. Donc vous avez un vrai nombre ici, dépendant d'un nombre mais alors c'est pour le moment seulement défini lorsque alpha est un nombre de Bruno. Et alors il y a une propriété vraiment très, très belle, c'est que cette fonction qui est définie juste sur cet ensemble dense des nombres de Bruno s'étend en une fonction qui est continue et donc en particulier bornée, et qui est donc, alors z périodique, c'est juste pour dire que ça dépend seulement de lambda, donc c'est exponentielle de pi alpha, donc c'est périodique de période 1, mais ça c'est une trivialité. Donc la propriété vraiment forte, c'est la continuité, et déjà rien que le fait que ça soit borné et non trivial. Alors j'avais montré quelque chose de plus faible, qui était que quand on regardait cette fonction était, alors je ne me rappelle plus, je vais faire une erreur, mais elle était minorée d'un côté et j'avais quelque chose en direction de la majoration de l'autre. Donc j'avais montré, je dirais, 3/4 du fait que la fonction soit bornée. Mais en fait, on a donc beaucoup plus, puisque non seulement la fonction en question est bornée, mais elle est même continue, qui est vraiment une propriété beaucoup plus forte quand cette fonction vient d'un ensemble dense seulement. Alors, donc on a cette fonction phi. Donc là, je ne peux vraiment pas la donner la démonstration, ça m'emmènerait trop loin. Alors, il y a une conjecture que j'ai faite en 88, qui est de dire que... Alors, on va revoir cette fonction log de R de P lambda plus tard, enfin, aujourd'hui, mais je veux dire vers la fin de cette deuxième heure, on va revoir et on va voir que la transformée de Hilbert en question apparaît naturellement. Et j'avais conjecturé que cette transformée de Hilbert est en fait une fonction bornée. Alors, ce théorème ne démontre pas tout à fait la conjecture, mais presque. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe ? Vous savez que la transformée de Hilbert de la fonction phi est une fonction bornée. Donc, pour avoir la propriété que ici, la transformée de Hilbert est une fonction bornée, vous avez besoin de savoir que la transformée de Hilbert de la fonction psi est une fonction bornée. Alors, malheureusement, on vient de voir que la transformée de Hilbert d'une fonction bornée, c'est une fonction BMO, donc pas forcément bornée. La transformée de Hilbert, malheureusement, d'une fonction continue n'est pas forcément bornée. Je veux dire, la transformée de Hilbert ne respecte pas l'espace des fonctions continues et ne préserve même pas, enfin, je veux dire, la transformée de Hilbert d'une fonction continue n'est même pas forcément bornée. Donc, malheureusement, ça ne démontre pas tout à fait la conjecture. En fait, ce qui se passe, c'est que plus tard, avec Marmy et Moussa, on a fait une conjecture plus forte, qui est celle-là. C'est que cette fonction psi, donc ceci était avant que Buff et Sherita démontrent ce théorème. Donc avant qu'ils ne démontrent ce théorème, on a conjecturé que la fonction psi qui apparaît ici, donc qui était au départ seulement définie sur les nombres de Bruno, s'étendrait en une fonction qui est non seulement continue,
hein, mais qui est eulérienne, hein, avec un exposant 1,5. Je vais laisser. Alors, donc, alors cette conjecture ici impliquerait celle-là. Pourquoi? Parce que là, je ne vais pas allumer parce que j'ai juste à écrire une formule. C'est que si on reprend la transformée de Hilbert H, donc je viens de dire que quand je prends les fonctions continues, hein, l'image n'est pas contenue dans les fonctions bornées. Mais si je prends des fonctions qui sont eulériennes, donc avec un exposant de Hölder qui est entre 0 et 1, eh bien, cette fois-ci, c'est stable. C'est stable par transformée de Hilbert. Donc, en particulier, hein, si la deuxième conjecture ici est correcte, hein, la fonction psi donc, serait höldérienne d'exposant 1,5, donc sa transformée de Hilbert serait également höldérienne d'exposant 1,5, et donc a posteriori, la transformée de Hilbert de cette fonction, qui serait donc la différence entre ces deux transformées de Hilbert, hein, serait une fonction bornée, puisque pour phi c'est pas... phi, on sait bien que ce n'est pas la transformée de Hilbert d'une fonction höldérienne, puisque phi elle-même n'est pas bornée. Hein, donc, à cause de la propriété ici, la transformée de Hilbert de phi, elle est bornée, mais elle n'est certainement pas... en fait, elle a même des discontinuités qu'on peut analyser. Donc, elle est définitivement seulement bornée, mais pas höldérienne. Alors, bon, dans la dernière partie du cours aujourd'hui, enfin de l'étude des diffeomorphismes holomorphes, on va justement approfondir un petit peu ceci en regardant attentivement l'application linéarisante dans le cas des polynômes quadratiques. Alors en fait, il se trouve qu'il est très utile de considérer, et je vais revenir au cas attractif. Hein, donc la différence avec... je vais regarder, alors bien sûr, ça n'a d'intérêt que si à un certain moment, je vais laisser le module de lambda tendre vers 1 et se rapprocher du disque unité pour obtenir quelque chose sur le cas qui m'intéresse où la partie linéaire est une rotation. Mais enfin, dans un premier temps, je vais donc considérer le cas attractif, donc toujours le polynôme quadratique, mais maintenant lambda de module strictement plus petit que 1, et donc cette application linéarisante que je note h lambda, donc toujours la même. Hein. Et donc, comme je peux ici, le rayon conforme en question, alors c'est juste par extension, puisque maintenant je suis de lambda de module plus petit que 1, mais je regarde le rayon de convergence de h lambda, et j'appelle ceci R de P lambda, ce qui est cohérent avec les notations antérieures. Alors, il y a une propriété qui est facile à montrer, on va le faire, hein, mais qui est intéressante. Donc, alors d'abord, c'est la première partie de la proposition, hein, nous dit pourquoi h lambda, la série définissant h lambda, cesse de converger. Hein. Donc, ça nous dit que d'abord, on peut étendre h lambda en une fonction continue sur le disque fermé de convergence. Donc, il n'y a pas de discontinuité au bord. Hein, et en fait, il y a une seule singularité sur le cercle de convergence. Hein, et cette singularité est due au fait que l'image du point, donc le point en question, c'est un point que je note U tilde de lambda, hein, et que ce point, donc en ce point-là, l'application linéarisante envoie ce point sur le point critique. Alors le point critique, on peut calculer, bien sûr. Hein, le point critique, c'est moins lambda sur 2 du polynôme quadratique P lambda. On va voir dans la démonstration pourquoi ça crée une singularité pour h lambda, et donc ça détermine le rayon de convergence de h lambda. Encore une fois, je suis avec lambda de module strictement plus petit que 1. Tout ce que je dis ici serait complètement faux pour lambda de module 1. Alors ensuite, c'est regarder comment ce point, donc ce point qui est parfaitement défini par la propriété précédente, hein, comment est-ce que ce point dépend de lambda. Alors il se trouve que ce point, quand je regarde lambda égale 0, il s'annule, donc il est préférable de diviser par lambda.
hein, et donc d'obtenir cette fonction U. Donc je prétends que cette fonction U est une fonction holomorphe, donc l'extension, c'est juste l'extension en 0, parce que j'avais supposé que lambda était de module différent de 0. Donc s'étend une fonction holomorphe sur le disque unité, ouvert, hein, quand je note D1, c'est le disque ouvert, hein, et que, en fait, cette fonction, elle est simple à calculer, au moins si je regarde juste sa fonction, la série formelle, disons. En fait, on l'obtient comme une limite de polynôme, hein, une suite de polynômes UN qui est définie par cette relation de récurrence. Donc je pars de U0 égale moins 1,5. Le moins 1,5, vous voyez, c'est relié à ce moins lambda sur 2. Enfin, je veux dire, c'est le même moins 1,5 qu'il y a ici, qui est ici. Et ensuite, donc, les polynômes sont définis par une... Donc c'est des polynômes en lambda, hein, qui sont définis par la relation de récurrence qui est ici. Donc, je prétends que cette suite de polynômes converge uniformément sur les compacts de D1, hein, vers la fonction holomorphe U qui est ici. Donc vous voyez que de toute façon, au n-ième cran, vous ne touchez pas au début de la série. Donc vous pouvez même écrire comme ça la série entière qui définit la fonction U, puisque, alors je ne dis pas que c'est très efficace, parce que vous touchez encore au terme de lambda puissance n, mais enfin malgré tout, vous voyez facilement que U est une série entière, hein, à coefficient dyadique, en fait. Bon, alors cette proposition est facile, hein, donc voilà la démonstration. La première partie, elle concerne, quand vous fixez lambda, hein, elle concerne les singularités de l'application linéarisante sur le bord du disque de convergence. Donc le point, c'est que vous écrivez comme ceci la relation de linéarisation. Donc cette fois-ci, vous avez inversé les tout. Hein, vous avez inversé la partie linéaire en lambda moins 1z et donc inversé également lambda moins 1. Alors, au voisinage de l'origine, il n'y a aucun problème. Au voisinage de l'origine, hein, P lambda est un diffeomorphisme local et donc cette relation-là a un sens pour z très petit. Alors maintenant, de nouveau, tant que les deux membres ont un sens et dépendent de façon holomorphe de z, hein, cette relation-là se prolonge automatiquement par prolongement analytique, hein, tant qu'elle fait sens. Alors, à partir de quel moment vous risquez d'avoir un problème pour définir cette relation? Alors, le point, c'est que vous voyez que comme lambda est un module plus petit que 1, hein, donc le z qui est ici est de module plus petit que le lambda moins 1z qui est ici. Hein. Donc vous êtes en train de vous servir de la définition de h lambda sur un disque petit pour définir h lambda sur un disque plus grand. Hein. Le lambda moins 1, maintenant, est un module plus grand que 1. Hein. Donc vous allez, donc ce qui est écrit ici, hein, si vous savez déjà que h lambda est défini sur ce disque-là, hein, et vous pouvez utiliser P lambda moins 1, eh bien vous allez pouvoir vous servir de cette relation-là pour définir H sur le disque plus grand de rayon R. Donc ça veut dire que, comme vous bloquez à un certain moment, hein, bien sûr H lambda ne peut pas être de rayon de convergence infini parce que on n'aurait pas, enfin je veux dire, cette relation-là ne pourrait clairement pas avoir lieu partout dans le plan. Donc ça veut dire que ça bloque, et ça bloque forcément parce qu'à un certain moment, vous ne pouvez plus définir l'inverse, et vous ne pouvez plus définir l'inverse de façon holomorphe, hein, parce que vous rencontrez la valeur critique du polynôme. Donc vous rencontrez la valeur critique du polynôme, vous avez un z0, hein, tel que donc v de lambda, c'est la valeur critique, hein, et donc h lambda de z0 égale v de lambda. Donc maintenant, quand la valeur critique apparaît ici, vous prenez l'inverse. Ce n'est pas quelque chose qui localement est holomorphe. Alors, donc là, vous avez une obstruction, et donc ce Z0, il apparaît sur ce disque-là, de façon à bloquer au niveau du rayon de convergence. C'est juste la définition du rayon de convergence qui vous dit que vous ne pouvez plus faire de prolongement holomorphe, hein, et donc ce Z0 a ce module-là. Alors, qui plus est, si vous reprenez cette relation-là, hein, vous voyez que sur le disque fermé, le disque de convergence fermé, vous pouvez encore utiliser cette relation pour définir ceci. Simplement, le P lambda moins 1 fait apparaître une racine carrée. C'est l'inverse du point critique où vous avez un carré. Donc fait apparaître une racine carrée, hein, mais une racine carrée à l'origine, c'est parfaitement continu. Hein, vous n'avez pas de problème de continuité, vous avez un problème bien sûr de l'homorphie. Hein.
Donc vous avez une continuité, enfin l'application H lambda va être continue sur le disque fermé de convergence, et bon, partout sur le disque de convergence, vous n'avez pas de problème, vous avez un problème exactement à l'endroit où H lambda vaut la valeur critique. J'ai oublié de dire que le Z0 ici était forcément unique parce qu'il y a injectivité de H lambda. Vous ne pouvez pas rencontrer deux fois sur le même disque la valeur critique. D'accord, donc ça c'est l'injectivité de H lambda. Le Z0 est unique et donc il y a une seule singularité sur le bord du disque de convergence. Et donc cette singularité, en fonction de ce Z0 que j'ai introduit juste pour la démonstration, vous l'appelez U tilde de lambda. Voilà, voilà pour la première partie. Donc à ce stade, on sait que H lambda a effectivement le comportement au bord qu'on a annoncé. C'est continu jusqu'au bord, avec une unique singularité au bord. Et cette unique singularité, bien, ça va sur l'inverse, enfin l'image inverse de la valeur critique, c'est-à-dire le point critique. Alors ensuite, donc la deuxième partie n'est pas plus dure. Donc vous avez cette équation, là je la remets dans le bon sens. Je me suis servi pour analyser la singularité, je remets l'équation de linéarisation dans le bon sens, h lambda de lambda z égale p lambda de h lambda de z. Donc je vais itérer positivement, et donc en itérant positivement, vous obtenez h lambda, alors je me place en z égale u tilde de lambda, et j'itère positivement. Donc donc par définition, h lambda de u tilde de lambda, c'était le point critique, c'est lambda. Et donc j'itère n fois, donc j'ai un lambda puissance n qui vient ici, et j'ai p lambda itéré n fois, comme d'habitude, ce n'est pas la puissance, c'est la puissance d'itération, ce n'est pas la puissance de multiplication, que j'ai ici. Donc j'ai cette relation-là, et maintenant j'utilise que lambda est module plus petit que 1. Donc ce lambda puissance n u tilde de lambda, il tend vers 0. En fait, h lambda est tangent à l'identité à l'origine, et donc, donc j'ai ceci, en laissant tendre n vers l'infini, j'ai cette relation-là. Bon, j'ai divisé encore une fois par lambda moins 1, enfin, parce que c'est nécessaire pour la suite, mais donc j'ai lambda moins 1 u tilde de lambda, va être la limite de ce qui est ici, en prenant cette relation-là, en utilisant le fait que h est tangent à l'identité. Donc voilà, donc c'est ce que j'ai appelé ici grand U de lambda. Cette fonction qui est ici, c'est celle que j'avais appelée dans la proposition grand U de lambda. Elle est obtenue comme cette limite. Alors maintenant, si on regarde justement cette expression, je lui donne un nom, je l'appelle UN de lambda, c'est les polynômes qui étaient dans la proposition. Donc je viens de dire que U de lambda ici, c'est la limite des UN de lambda. Et maintenant, P lambda, c'est le polynôme quadratique lambda z plus z2. Donc quand vous regardez la relation de récurrence, donc je reviens en arrière, pardon. Cette relation de récurrence, c'est rien d'autre que le fait que... Non, je suis allé trop loin. Quand vous passez de UN à UN plus 1, il faut itérer une fois de plus par P lambda, qui est lambda z plus z2. Enfin, il faut d'abord multiplier par lambda puissance n plus 1, puis itérer une fois par P lambda, puis ensuite rediviser par lambda puissance n plus 1, ce qui explique la relation de récurrence qui était là-bas. Enfin, toujours est-il que vous obtenez comme ceci un polynôme qui est de degré 2 puissance n moins 1, et donc qui satisfait la relation de récurrence que j'ai annoncée. Alors, il reste à vérifier qu'il y a effectivement, convergence uniforme propre. Enfin, je veux dire, j'ai déjà cette convergence ici, mais je veux le faire uniformément. Ici, c'est fait pour un lambda particulier. Je veux dire, cet argument-là. Maintenant, si je veux avoir quelque chose qui soit uniforme sur les compacts du disque unité, il faut que je dise quelque chose de plus. Alors, si vous revenez à la... Vous avez cette formule-là, ce qui vient de la... Je veux dire, ponctuellement. Ponctuellement, vous avez de cette série, donc c'était la relation de récurrence. U est la limite des UN. Je vais peut-être écrire une fois pour toutes la formule qui était sur le slide. UN plus 1, c'est UN plus lambda puissance n UN carré avec U qui est la limite des UN.
cette relation-là dérive directement de cette relation de récurrence. Donc, je vous voulais montrer qu'en fait, vous voulez montrer que cette série converge uniformément sur les compacts du disque unité. Donc, vous avez un lambda puissance n qui se comporte bien. Il faut simplement vérifier que les polynômes n'explosent pas. Et en fait, on va montrer non seulement qu'ils n'explosent pas, mais qu'ils sont donc uniformément bornés par 2 sur le disque unité. Et donc, a priori, cette série converge puisque lambda est le module plus petit que 1. C'est le disque unité ouvert. Alors, comment est-ce qu'on montre ceci avec cette... en fait, on va se servir de... Donc, on prend lambda différent de 0 dans le disque unité. Eh bien, à cause de la formule lambda z plus z2, vous voyez, lambda z plus z2, lambda est le module plus petit que 1. Donc, vous voyez, dès que z est le module plus grand que 2, bon, je vais l'écrire peut-être au tableau, ça sera plus simple. Si donc j'ai p lambda de z égale lambda z plus z2, donc si vous avez z plus grand que 2, vous voyez que le module de p lambda de z, vous avez le module de z2 qui est plus grand ou égal au module de z2 moins le module de lambda, le module de z. Et donc comme z est de module 2, ça va faire plus grand que, disons, 2 moins lambda module de z. Donc ici, vous avez un nombre strictement plus grand que 1. Donc vous voyez qu'en itérant en dehors du disque de rayon 2, le module explose, enfin grandit, et donc les points s'échappent à l'infini. Or, on a vu tout à l'heure que le point critique doit converger, lui, il doit converger vers 0. Sous itération par le polynôme quadratique. Donc c'est d'ailleurs ce qui est écrit ici. Le point critique converge vers 0, et donc par conséquent, il ne peut pas sortir du disque fermé de rayon 2, puisqu'il s'échapperait automatiquement, et donc vous avez cette propriété. Vous avez cette propriété. Maintenant, ceci est valable pour lambda de module strictement plus petit que 1, mais quand vous fixez n comme expression en fonction de lambda, en fait, ceci est un polynôme. Et donc, si ce polynôme est de module inférieur ou égal à 2 sur le disque ouvert, c'est aussi vrai sur le disque fermé. Alors, pourquoi passer au disque fermé? C'est parce que pour récupérer la fonction un, je vous rappelle que le un, bon, je ne vais peut-être pas remettre de la lumière, mais le un, c'était lambda puissance moins n moins 1 p n lambda du point critique. Donc, il y a ce facteur lambda qu'il faut réintroduire, mais quand lambda est de module 1, bien sûr, ce facteur est de module 1. Donc, vous obtenez la relation un de lambda inférieure en module inférieur à 2 sur le cercle, et puis ensuite, comme c'est un polynôme, si vous avez borné le polynôme sur le cercle, vous le bornez aussi sur le disque. Donc, il faut jongler entre le cercle unité et le disque unité, mais enfin, tout se passe bien. Et à la fin, vous avez montré donc, cette propriété sur le disque, en fait, sur le disque fermé, mais donc, a fortiori sur les disques ouverts où ça converge. Mais vous voyez que, bien sûr, vous n'avez pas convergence sur le cercle unité, puisqu'à ce moment-là, les lambda puissance n ne convergent plus. Enfin, je veux dire, ils sont de module 1, et le fait que un soit de module borné ne vous suffit pas à regarder proprement cette série. Mais enfin, en tout cas, tout se passe bien à l'intérieur du disque unité. Alors, ce qui est très agréable, c'est que tout se passe très bien maintenant quand donc on a cette fonction holomorphe, U, dans le disque ouvert, mais on va pouvoir aller regarder ce qui se passe sur le bord. Donc en particulier, je vous rappelle que quand on regarde donc, cette fonction, donc U tilde c'était lambda U, cette fonction U tilde, son module, c'était le rayon de convergence de l'application linéarisante, puisque c'était U tilde était par définition l'insingularité sur le bord. Alors ce qui se passe, c'est qu'en fait, on va montrer que c'est encore vrai lorsque lambda est de module 1. Et donc,
Donc je prends un lambda star qui se trouve maintenant sur le bord. Pour le moment, ça peut être une racine de l'unité ou pas, c'est pas grave, de toute façon. Alors, on a un théorème qui nous dit donc d'abord que lorsque alpha n'est pas un nombre de Bruno, par exemple, est un nombre rationnel, eh bien la fonction u, donc cette fonction holomorphe, elle tend vers 0 lorsque le lambda tend vers lambda étoile. Donc c'est quand même une fonction holomorphe assez particulière, puisqu'il faut quand même qu'elle tende vers 0 en beaucoup de points du bord. Beaucoup, enfin, je vais revenir sur le beaucoup, mais en tout cas, en toutes les racines de l'unité, donc tous les points rationnels, et en plus à tous les nombres qui ne sont pas des nombres de Bruno. Donc ça fait quand même un G delta dense de points du bord. Par contre, dans l'autre sens, lorsque j'ai un nombre de Bruno, alors là il faut prendre quelques précautions. Il faut laisser tendre lambda vers lambda étoile, mais pas n'importe comment, de façon non tangentielle. Non tangentielle, je vous rappelle que ça veut dire que si le point lambda était ici, je dois rester à l'intérieur d'un secteur. Le secteur peut avoir n'importe quelle ouverture plus petite que pi, mais je n'ai pas le droit de tendre de façon tangentielle comme ceci. Donc voilà le genre de limite que je peux prendre. Et bien dans ce cas-là, la fonction u, excusez-moi, le module de la fonction u a une limite qui est en fait le rayon de convergence, donc c'est le module qui est égal au rayon de convergence ici, a une limite qui est effectivement le rayon de convergence de l'application linéarisante. Donc on récupère vraiment comme ceci le rayon de convergence en tout point du bord, en prenant les valeurs limites au bord du module de cette fonction holomorphe u. Alors, je reviendrai, je vais dire, dans un slide ou deux, sur, ici j'ai pris le module, qu'est-ce que fait la fonction u elle-même, mais ici, je ne dis seulement quelque chose sur la fonction u. J'ai envie de dire tout de suite, sur la fonction u elle-même, je ne sais pas la réponse, il y a des conjectures plus ou moins raisonnables. Alors, oui, donc je voulais peut-être, ensuite c'est les questions, justement, qu'est-ce que je peux dire sur la démonstration de ce théorème? Je vais donner quelques indications, mais pas complètes, de nouveau. Je regarde combien de temps je dispose. Donc je voudrais garder 10 minutes à la fin pour discuter quelques questions ouvertes, puisque la prochaine fois, je passerai à l'étude des difféomorphismes du cercle. Alors, il y a en quelque sorte deux parties dans cette démonstration. Ce n'est pas les deux parties qui sont là tout à fait, mais c'est plutôt qu'il faut regarder une limite supérieure et une limite inférieure. Donc, il y a une première partie qui est de montrer que je ne me trompe pas, comme d'habitude, entre lim sup et lim inf. Donc, oui. C'est de montrer que la lim sup, lorsque lambda tend vers... Alors, lambda est de module strictement plus petit que 1 ici, je prends les valeurs au bord, mais ça tend vers un point de module 1. Et donc, je regarde le module de u de lambda, et je prétends que ceci est inférieur ou égal au rayon de convergence de p lambda. Alors ici, je n'ai pas besoin de prendre une limite non tangentielle. C'est vrai de n'importe quelle façon du moment où je converge vers lambda étoile. Alors ça, c'est un argument qu'en fait, d'une certaine façon, j'ai déjà fait presque, c'est-à-dire que c'est l'argument quand j'ai montré la semi-continuité supérieure de la fonction rayon conforme sur l'espace S des fonctions univalentes. La différence, c'est que quand j'avais des fonctions univalentes, quand j'ai fait l'argument précédent, la partie linéaire était fixée, c'était toujours la même, c'était lambda z. Ici, j'ai une partie linéaire variable, mais ça ne change pas grand-chose. Supposez que vous aviez une suite lambda k, donc lambda, qui tend vers lambda étoile. Alors, vous avez ici le rayon de convergence R de P de lambda K. Donc ici, je suis dans le cas attractif. Les lambda K sont de module plus petit que 1.
Donc je suis dans le cas attractif, pour lequel donc, ce rayon de convergence, c'était le module de U de lambda k. Et donc j'avais l'application linéarisante, je vais juste la noter, H indice k, donc qui a ceci pour rayon de convergence. Alors, c'est le même argument que précédent, c'est-à-dire que si je prends un nombre R qui est strictement plus petit que cette limite supérieure, quitte à extraire une sous-suite ici, je vais supposer que ces rayons sont tous strictement supérieurs à R, et à ce moment-là, je vais pouvoir trouver une sous-suite. Alors de nouveau, il faut extraire une sous-suite, puisque c'est la compacité de l'espèce des fonctions univalentes. J'ai cette fonction hk qui sont toutes univalentes sur le disque de rayon R. Je peux extraire une sous-suite, et donc après extraction, je converge vers une fonction. Alors tout est normalisé, bien sûr, c'est toujours important que les dérivées en zéro ont été normalisées de façon à ce que je n'obtienne pas une limite qui serait une fonction constante ou quelque chose comme ça. Donc la partie linéaire était l'identité, ça reste l'identité. Et cette limite, c'est comme toujours, on avait l'application, la relation de linéarisation qui était valable sur le disque de rayon R. Quand je passe à la limite, j'obtiens h infini de lambda, donc je fais tout tendre vers la, donc lambda k tendait vers lambda étoile, j'obtiens h infini de lambda z égale p, donc les coefficients pk, donc lambda k tend vers lambda étoile, donc ici je vais avoir p lambda étoile de h infini de z. Donc j'obtiens bien une application qui linéarise p lambda, maintenant c'est p lambda étoile est de module 1, et qui est définie et holomorphe sur le disque de rayon R. Comme R était n'importe quel nombre plus petit que cette limite supérieure, ça vous montre bien que ce rayon est supérieur ou égal à cette limite supérieure. Donc vous avez montré en quelque sorte la moitié de ce qui se passe ici. Donc pour l'autre moitié consisterait à montrer que quand vous prenez la liminf, mais ici ça devrait être non tangentiel, et que vous prenez donc U lambda de nouveau, vous obtenez quelque chose qui est supérieur à R de P lambda étoile. Alors je ne vais pas le montrer complètement, je vais juste donner 2-3 indications. Juste un mot. Cette partie-là, qui est la partie la plus facile entre les deux inégalités, cette partie-là vous permet déjà d'avoir des choses intéressantes, parce que, donc, étant donné, si vous oubliez le théorème de Ziegel-Bruno, si vous oubliez le théorème de Ziegel-Bruno, vous voyez que cet argument, c'est juste un argument sur la compacité des fonctions univalentes. Il n'y a pas du tout d'arithmétique dedans. Donc quand vous avez cette estimation-là, et vous avez vu que quand j'ai analysé la fonction U, je n'ai pas non plus utilisé le théorème de Ziegel-Bruno, j'ai juste analysé le cas attractif, le cas de module lambda de module strictement plus petit que 1. Ici, vous avez une fonction holomorphe. Alors il y a un théorème de Fatou, donc du début du XXe siècle, qui vous dit que n'importe quelle fonction, alors on peut le faire avec des fonctions harmoniques, je peux prendre le log du module de U. La fonction U ne s'annule pas, à vrai dire, dans le disque unité. Donc je peux prendre le log du module de U, qui est une fonction harmonique. Eh bien, elle va avoir des limites non tangentielles au bord en presque tout point des bords, et l'ensemble des points du bord sur lesquels justement cette limite est finie est de mesure totale. Donc, en particulier, ça veut dire que la limite de U elle-même ne peut être nulle que sur un ensemble de mesures nulles. Donc, lorsque le logarithme de U converge, ça veut bien dire que la limite supérieure est strictement positive, plus autrement, ça serait moins l'infini. Et à ce moment-là, donc, si vous avez un nombre strictement positif ici, ça vous dit a fortiori que le rayon conforme ici est strictement positif
Ce qui veut dire que donc, l'application P lambda étoile est linéarisable. Hein. Donc vous obtenez, en utilisant ce théorème de Fatou sur les valeurs au bord des fonctions harmoniques, hein, vous obtenez une démonstration, alors pas du théorème de Siegel-Bruno, mais du fait que pour presque tout lambda, le polynôme quadratique est linéarisable. Et on a vu que quand le polynôme quadratique est linéarisable, alors en fait tous les germes sont linéarisables. Donc ça vous démontre en quelque sorte le théorème de Siegel-Bruno, mais pas sous une forme explicite avec une condition différéntienne de Bruno, simplement pour presque tout nombre, pour presque tout alpha dans le cercle, mais sans faire du tout d'arithmétique. Alors je reviens après cet aparté donc, qui concernait cette moitié de l'estimation. Hein, je reviens à cette moitié qui est ici. Alors, ça se passe en fait en deux temps. Alors, je vais d'abord tricher un tout petit peu. Donc, ici, c'est lambda étoile. Enfin, ce n'est pas tricher. Je vais montrer un résultat un tout petit peu plus faible parce que c'est plus facile à écrire. Hein, je vais prendre ici lambda sous la forme 1 moins t lambda étoile. Donc, je vais tendre radialement vers lambda étoile. Hein, il y a une petite différence. Enfin, en général, hein, donc au lieu de prendre un secteur, hein, je prends simplement un rayon. Bon. Petite différence, t, dont t est petit, mais réel. Hein, t est réel, donc je suis en train de m'approcher de lambda. Alors, donc il y a deux parties dans la démonstration de ce fait-là. Donc, en fait, je reviens un instant. Donc, bon, on va le faire ensuite. Je reviens un instant au polynôme, enfin au cas attractif. Alors, dans le cas attractif, j'ai un peu de mal à le dessiner. Vous avez deux objets. Il y a un objet que, donc, on est dans le cas attractif. Hein. Vous avez le point fixe attractif en 0. Alors, ce point fixe attractif, on l'a vu tout au début de l'étude des germes, il a un bassin. Hein, il a un bassin donc, que je vais appeler V lambda. Alors, ce bassin, c'est un disque, enfin disque au sens topologique, c'est un ouvert simplement connexe. Ça, c'est clairement simplement connexe pour le principe du maximum. Hein. Et puis, il y a un ouvert plus petit, je vais le noter V1 de lambda, qui est l'image, quelque chose qui ressemble à ça. Ici, à l'intérieur, j'ai le point critique. Hein, et ici, j'ai l'image par l'application linéarisante du disque de convergence. Donc on se rappelle que cette application, elle est continue sur le bord, et elle a une seule singularité sur le bord, qui est une singularité de type racine carrée. Hein, donc voilà mon disque de convergence. Et voilà l'image avec le point que j'avais appelé U de lambda, qui est ici, qui va sur ce point-là. Donc voilà, alors bien sûr, ces points-là, comme ça, ici on est conjugué à l'application linéarisante, donc cette image hein, est un ouvert, évidemment également simplement connexe, puisque c'est l'image du disque qui est ici, qui est plus petit que le précédent. Alors on peut essayer de comparer les rayons conformes de ces deux ouverts V1 et V. C'est-à-dire que je peux prendre, dans les deux cas, il s'agit d'uniformiser les deux ouverts. Alors cette fois-ci, je vais, disons, les uniformiser toujours en prenant des... Donc ici, j'ai déjà fait ici. Hein. Donc si je devais... Donc j'ai un premier rayon qui est le module de U, mais que j'appelle R de P lambda. Hein. Et puis je peux, avec une autre application, bien sûr, pas la même, hein, que je vais noter K, disons, uniformiser le plus grand disque. Hein. Et donc, comme ce disque est plus grand, j'ai choisi également de normaliser à l'origine de façon à ce que la dérivée est 1. Je vais avoir un rayon hein, que je vais appeler R tilde, disons, de P lambda,
qui va être strictement plus grand que R de P lambda. Donc la première partie consiste à voir que malgré qu'il soit plus grand, la limite tend vers 1 en fait. Lorsque lambda tend vers lambda étoile, ici je fais seulement l'hypothèse que lambda étoile n'est pas une racine de l'unité, en fait, pour ça. Je n'ai pas besoin de non tangentiel, etc. Donc, malgré qu'en quelque sorte cet ouvert-là soit effectivement strictement plus grand que celui-là, la différence entre les deux devient imperceptible à mesure que vous ramenez, vous approchez du bord. Et la démonstration n'est pas difficile parce qu'en fait, vous pouvez, quand vous regardez ce qui se passe à ce niveau-là, vous utilisez cette application-là, K, pour conjuguer ici, eh bien, vous obtenez, donc à ce moment-là, vous avez l'image du plus petit disque V1, donc ici, ça serait K-1 de V1, devient un sous-disque qui est ici. Eh bien, l'application obtenue par conjugaison à partir du polynôme quadratique est une application bien connue qui est un produit de Blaschke que vous pouvez écrire sous cette forme-là. Hein, lambda, alors je vais l'écrire, je suis dans le cas, disons, le cas de ici. Hein. Vous pouvez l'écrire sous la forme Q, hein, T lambda de Z. Et à vrai dire, c'est pas T, c'est un moins T. Bon, c'est pas grave. Je vais mettre un autre paramètre S parce que le paramètre S ici va être un moins T. Donc c'est lambda Z, une partie linéaire, et vous multipliez par quelque chose qui est de module 1 sur le cercle unité, qui est T moins Z, S moins Z, justement, je vais me planter, sur 1 moins SZ. S est ici un nombre réel qui tend vers 1. Et donc ça, c'est ce qui se passe ici. Hein. Et là, la formule est complètement explicite, et ce n'est pas très difficile de voir directement à partir de cette formule que, en fait, donc, le disque de convergence, ici, enfin, qui correspond au disque de convergence ici, va progressivement remplir tout le disque unité, et ça implique immédiatement cette propriété qui est ici. Bon, donc ça, c'est la première partie. Alors, la deuxième partie, toujours pour montrer ceci, hein, c'est de montrer que lorsque t se rapproche, enfin, t est très petit ici, hein, eh bien, bon, je ne vais pas avoir le temps de le faire, donc je préfère pas me... c'est de montrer que... Qu'est-ce qui se passe, hein, donc, je vais juste faire le dessin. Cette fois-ci, vous prenez l'image du disque donc, pour H lambda étoile. Donc maintenant, lambda étoile est le module 1. Donc ça, c'est le disque de Siegel. Hein, enfin, je devrais dessiner à peu près de la même taille, puisque la dérive est à l'origine, c'est juste pour avoir de la place. Hein, donc vous avez ceci, puis vous allez considérer, donc vous avez le polynôme lambda z plus z2, et vous allez considérer, alors c'est plus facile pour faire les calculs, de faire comme changement de variable, 1 moins t fois lambda z plus z2. Je veux dire, j'ai affecté le 1 moins t non seulement ici, pour obtenir lambda z, la partie linéaire, hein, mais aussi au z2, mais il y a juste une conjugaison par un facteur 1 moins t qui est essentiellement de l'ordre de 1, donc qui ne change pas vraiment les choses. Hein. Donc, qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'application p lambda étoile, et puis vous avez ici un p lambda, c'est une petite variation de p lambda. Enfin, c'est presque p lambda. Hein. Et donc, vous avez juste une contraction par un facteur 1 moins t. Donc, il s'agit de comprendre ce qui se passe hein, lorsque... Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous prenez un point. Ce que je veux montrer, hein, c'est qu'en fait, l'essentiel, lorsque t est assez proche de 1, la plus grande partie, c'est-à-dire l'image, je prends l'image d'un grand disque ici. Vous
voilà, j'obtenais un grand disque ici. Je voudrais montrer que l'image, et peut-être pas en une fois, mais en itérant peut-être plusieurs fois, finit par être contenue à l'intérieur, et donc sera contenue dans le bassin d'attraction en question. Et comme ici, j'ai comparé les bassins d'attraction et les images des disques de convergence, j'aurais finalement montré ceci. Donc là, il y a un calcul à faire que je ne vais pas faire, mais il y a un calcul à faire pour dire que donc, quand vous faites l'opération suivante, je pars d'un point ici, je prends son image ici, j'applique la contraction de rapport à moins t. Alors bien sûr, ici, tout se passe bien. Je vais à l'intérieur, et donc quand je repars ici, je suis bien allé à l'intérieur. Alors bien sûr, a priori, ça peut être un peu tordu sur le bord, donc il pourrait y avoir des endroits comme ceci, où effectivement, quand j'applique la contraction, je suis ressorti en fait. Donc il ne s'agit pas de le faire une seule fois, autrement ça ne marchera pas. Il faut l'itérer un grand nombre de fois, et quand on l'itère un grand nombre de fois, on obtient une moyenne sur un cercle qui est donnée par la valeur au centre, et comme c'est tangent à l'identité, au centre, il n'y a absolument aucun problème. Donc, je ne vais pas aller plus loin dans l'argument, mais en fait, donc c'est ceci qui permet de montrer ceci. Alors, dans les 3-4 dernières minutes, je voudrais par contre discuter quelques questions donc reliées à... voilà. Quelques questions reliées à ce théorème. On a vu que cette fonction, on l'a vu, je l'ai affirmé que la fonction ne s'annulait pas dans D1. S'annule pas dans D1 parce qu'elle ne s'annulait pas à l'origine, parce que la partie linéaire c'était lambda, et ailleurs c'était le rayon de convergence. Or le rayon de convergence, le module de U c'est le rayon de convergence, qui est évidemment pas nul dans le cas attractif. Dans le cas attractif. Donc, ça veut dire que je peux définir, c'est une des raisons pour définir U plutôt que U tilde, c'est que je peux parler de l'argument, puisqu'il n'y a plus de 0. Et l'argument, alors j'ai oublié de mentionner, j'aurais dû sans doute, au moment de la transformée de Hilbert, c'est que quand j'ai une fonction réelle, ça transforme, à valeur réelle, ça transforme la partie réelle d'une fonction holomorphe en la partie imaginaire de la même fonction holomorphe, et inversement, si j'ose dire. Enfin, le carré de la transformée de Hilbert, c'est moins l'identité, donc il faut changer de signe. Enfin, toujours est-il que la transformée de Hilbert du logarithme d'une fonction, du logarithme du module d'une fonction holomorphe, qui ne s'annule pas, c'est l'argument de cette fonction en question. Alors, si vous vous rappelez, ça c'est le logarithme du rayon conforme. J'avais posé comme conjecture, il y a déjà quelques slides, que la transformée de Hilbert de cette fonction-là, donc qui n'est rien d'autre que l'argument de U, devrait être une fonction bornée. Donc U, c'est une fonction parfaitement, encore une fois, qui ne s'annule pas, holomorphe dans le disque unité. Donc question, est-ce que l'argument de cette fonction reste borné? En fait, quand on fait un peu de numérique, ce n'est pas très facile de faire du numérique avec la fonction U. Encore une fois, c'est au bord que toutes les choses se passent. Il faut arriver à calculer suffisamment bien la fonction U sur le bord. Mais enfin, il ne semble pas en fait exclu que non seulement l'argument de U serait borné, conformément à la conjecture que j'avais donnée, mais en fait, la partie réelle de U pourrait même être positive. Donc l'argument serait borné par pi sur 2, je veux dire de façon très, très explicite. Donc, bon, c'est une conjecture où le seul support, à vrai dire, ce n'est pas un support heuristique, c'est un support numérique. Donc si quelqu'un vient me dire « Ah, j'ai fait des calculs et non, ce n'est pas vrai », je peux le croire. D'autant plus que j'ai eu, j'ai eu des désillusions avec les conjectures qu'on peut faire sur la fonction U. J'avais fait, vers 88, je pense, une autre conjecture sur la fonction U. Vous pouvez regarder plutôt le logarithme de la fonction U. Quand vous regardez le logarithme de la fonction U, vous normalisez parce que la valeur en U égale 0, c'est 1/4. Donc vous divisez par U de 0. Le logarithme de U sur U de 0, là c'est quelque chose qui commence par 1. Vous changez le signe en fait parce que U a tendance à tendre vers 0, donc le log de U vers moins l'infini. Donc vous changez le signe de cette fonction log U. Quand vous développez, vous pouvez calculer numériquement, les coefficients sont des nombres rationnels. Et en fait, en calculant ces nombres rationnels, j'avais calculé les 200 premiers en machine, mais enfin, c'est à l'époque, en 88, ce n'était pas très puissant. Et les 200 premiers étaient des coefficients positifs. Donc,
fait la conjecture que les coefficients étaient positifs. Et il s'est avéré, un de mes étudiants, en fait, Jérôme Bernard, quelques années plus tard, vers 1995, je pense, on a calculé quelques-uns de plus. L'informatique avait aussi fait des progrès. Hein, et je crois que c'est le 411e, si je me rappelle bien. Le 411e est négatif. Bon. C'est tout. Donc c'est juste pour dire que quelquefois, les conjectures testées numériquement sont pas... Enfin, je veux dire, il peut se passer des choses assez profondément qui font que les choses deviennent fausses. Donc, je ne refais pas cette conjecture que je sais être fausse. Alors, maintenant, justement, je ne sais pas du tout quand est-ce que l'argument a une limite au bord. Hein. On a vu tout à l'heure qu'en tout point du bord, le logarithme, donc le conjugué harmonique, le logarithme du module de U avait une limite au bord. Alors, si je mets le logarithme, je permets à cette limite d'être moins l'infini. Ce que je sais, c'est qu'en tout point du bord, le module de U a une limite, éventuellement 0, 0 en tout point qui est soit un rationnel, soit un nombre qui n'est pas de Bruno. Hein, mais enfin, si je regarde le logarithme de U, ça sera une limite qui est soit moins l'infini, hein, soit un nombre réel. Par contre, je ne sais pas du tout dire quand est-ce que l'argument, donc la conjuguée harmonique, a une limite. Hein, donc, quand est-ce que la fonction U elle-même a une limite. Ce n'est pas tout à fait la même chose, parce qu'il se peut que le module de U tende vers 0, et à ce moment-là, U a une limite, bien sûr, U tend vers 0, mais ça ne dit rien sur l'argument. Alors, il y a une conjecture, j'ose pas mettre ça comme conjecture, hein, mais enfin, si je devais deviner une réponse, je dirais que c'est celle-là, lorsque, donc pour un nombre de Bruno au moins, hein, eh bien que la limite existe, elle n'existe pas toujours, mais qu'elle existe si et seulement si le point critique appartient au bord du disque de Siegel. Donc on a vu que ça, c'est une propriété qui était vraie dans le cas attractif. Dans le cas attractif, le point critique est sur le bord de l'image du disque de convergence pour l'application linéarisante. La question, c'est est-ce que c'est vrai, enfin, est-ce que c'est sûr, c'est pas toujours vrai, mais est-ce que ça peut être vrai? Est-ce que ça peut être vrai que le point critique soit sur le bord du disque de Siegel lorsque maintenant lambda étoile est de module 1 pour un nombre de Bruno, quand il y a un vrai disque? Alors en fait, par rapport à ça, il y a deux résultats de Hermann dans les années 90, hein, donc, qui dit d'abord que lorsque alpha... Alors, j'ai mis alpha diophantien parce qu'en fait, la vraie condition, c'est une condition qu'on va voir, pas la semaine prochaine, mais la semaine suivante, une condition qui s'appelle H, qui contient cet ensemble, mais qui est strictement plus petit que les nombres de Bruno. Hein, donc, je n'ai pas cherché à définir cette condition pour le moment, donc c'est pour ça que je mentionne simplement alpha dans condition diophantienne. À ce moment-là, Hermann a montré effectivement que le point critique est sur le bord du disque de Siegel. Donc, de ce point de vue-là, au moins c'est un phénomène qui se produit, mais qu'inversement, hein, il a aussi montré qu'il y a des nombres de Bruno qui n'ont pas cette propriété. Donc ils se trouvent entre les deux, encore une fois, hein, qui sont ces nombres de Bruno qui sont dans B, mais qui ne sont pas dans H, hein, qui ne sont pas dans DC en particulier, hein, et donc pour lequel le point critique n'est pas sur le bord. Donc en fait, ce n'est pas toujours vrai. C'est pas toujours vrai que le point critique soit sur le bord du disque de Siegel quand alpha est un nombre de Bruno. Quelquefois, il peut se trouver loin en un certain sens, mais voilà. Et donc, la conjecture, ça serait un petit peu que dans ce cas-là, effectivement, l'argument de U a une limite, parce que d'une certaine façon, il y aurait un point sur le rayon, sur le disque, sur le cercle de convergence qui devrait aller sur le point critique. Mais une fois que le point critique se trouve en dehors, c'est plus très facile de savoir quel point, enfin, de choisir en quelque sorte un point du cercle de convergence qui irait sur le point critique, puisque le point critique ne se trouve plus sur le bord. Hein. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là. Donc, ça termine ce que je voulais raconter sur les germes de diffeomorphisme holomorphe. Et donc, dans les deux cours qui viennent, je parlerai de diffeomorphisme du cercle et ensuite, dans toute la fin, de système hamiltonien et de théorème invariant. Merci.